et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gros Mots. Je suis trop heureuse parce qu'aujourd'hui, je reçois une femme inspirante qui impose le respect. Elle est directrice de recherche à l'Institut oriental de l'Académie des sciences de la République tchèque. Elle est aussi docteure en sociologie, présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. Et depuis des années, à travers son travail universitaire et militant, elle refuse de laisser le silence recouvrir ce que le régime chinois totalitaire inflige au peuple ouïghour. Je l'ai rencontrée il y a 9 ans et elle a vraiment marqué mon chemin. Par sa dignité, son courage et sa force, elle est devenue le visage de la lutte contre le génocide ouïghour. Son nom, c'est Dilnour Reyhan. Dilnour, bienvenue sur les Gros Mots. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Merci à toi. J'aimerais revenir, parce que c'est ce qu'on fait un peu sur les Gros Mots, revenir un peu au tout début de l'histoire. À l'enfant, puis la jeune femme que tu as été, et puis à tout ce que ces années de combat, de lutte, de souffrance ont laissé aussi en toi. Donc si on revient un tout petit peu au début de ton histoire, toi, t'es née à Roulja. Pour comprendre l'histoire de Dilnour, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. À l'extrême ouest de la Chine, aux portes de l'Asie centrale, s'étend une région immense. Un territoire désertique et montagneux, grand comme 3 fois la France, placé sous le contrôle de Pékin. Ce territoire s'appelle le Turkestan oriental. En 1949, lors de l'annexion par la République populaire de Chine, Pékin lui impose un nouveau nom, le Xinjiang, qui signifie « nouvelle frontière ». C'est ici que vivent les Ouïghours. Un peuple turcophone et majoritairement musulman, installé dans la région depuis plus de 1000 ans. Les Ouïghours comptent aujourd'hui environ 11 millions de personnes. Leurs racines se rapprochent davantage des peuples d'Asie centrale, du Kazakhstan au Kirghizstan, que du reste du territoire chinois. Et ce territoire que Pékin appelle le Xinjiang, beaucoup de Ouïghours continuent de l'appeler autrement, le Turkestan oriental. Comment elle se passe ton enfance, toi ? Une enfance plutôt heureuse, ouais. Puis, je pense qu'en fait, jusqu'à mon départ en Chine, j'ai grandi dans un environnement presque totalement ouïghour. Donc tu vois pas beaucoup de Chinois ? Quasi jamais. Et de temps en temps, quand on était enfant, des petits vendeurs de bouteilles ou ramasseurs de bouteilles, en fait, qu'on les appelait les migrants chinois, qu'ils arrivent dans nos rues. Les enfants, comme on n'a jamais vu des Chinois, c'était un objet curieux. On était curieux de voir, et donc on criait qu'il y a un Chinois dans la rue. Donc en fait, tous les enfants couraient derrière. Donc c'était à ce point. Est-ce que tu dirais que Roulja était déjà marqué historiquement par une forme de répression ou d'oppression à l'époque ? D'une certaine manière, oui, institutionnellement, je dirais. Parce qu'en fait, quand j'avais 16 ans, je crois, que j'étais déjà à l'université, je dépendais d'une bourse ouïghour, en fait, par des philanthropes ouïghours, lancés à Roulja pour les étudiants dans les universités, mais qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'université. Et donc, j'étais éligible à ça parce que j'avais pas mon père. Deuxième année, le gouvernement a décidé de supprimer cette bourse parce que il soupçonnait, en fait, ça finançait donc en fait l'avenir ouïghour. Et du coup, avec quelques copains à moi qui font des études dans les universités chinoises comme moi, parce que nous on était en fait dans les universités en Chine, et nous avons décidé de nous révolter. Et nous avons organisé, très rapidement, une manifestation contre cette décision de suppression de cette bourse. Ça, c'est en quelle année, tu dirais, la manifestation ? C'était 97, je crois. 99. Et donc, depuis enfant, est-ce que toi, tu sentais déjà le climat de répression, la tension, ou est-ce que ça arrive un peu plus quand tu grandis ? C'est plutôt, en fait, quand je suis grandie, voilà. Comme je disais, en fait, mon enfance est passée plutôt, en fait, dans un environnement quasi ouïghour. J'ai quasi jamais vu de Chinois. Mais ceci dit, en fait, les institutions, par contre, la gestion, enfin, par exemple, en fait, dans les mairies centrales, etc., ou dans les bureaux, bien sûr, les chefs, c'était des Chinois, mais nous, enfants, on ne les voyait pas. Parce que, en fait, les quartiers, c'était quasi ouïghour, et il y avait des quartiers chinois, mais un peu en dehors de la ville. En tout cas, en fait, pas... on ne le voyait pas, en fait. Et ça, en fait, jusqu'à milieu des années 90. Tu grandis quand même un petit peu avec ta famille. Tu as une sœur, c'est ça ?
Et tu expliques un peu que dans les années 60-70, étant donné que ta famille appartenait à une famille propriétaire, tous leurs biens sont confisqués. Disons que, étant donné que le Turkestan oriental, donc le nom ouïghour du pays ouïghour, a été envoyé militairement à la fin de 1949, alors que c'était une république, ça s'appelait République du Turkestan oriental, donc qui est envoyée par la Chine communiste à l'aide de Staline. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, le communisme s'est instauré. Et donc, il y a eu plusieurs campagnes, enfin, non seulement au Turkestan oriental, mais dans l'ensemble de la Chine, les campagnes de purge, à la fois, en fait, des différentes campagnes pour réprimer, en fait, d'un coup, les conservateurs, ou d'un coup, en fait, les bourgeois, etc. Et les principales cibles, c'était donc en fait les grands propriétaires comme ma famille en fait. Ensuite, en 1966, Mao Zedong, le fondateur de la Chine communiste, a lancé en fait une grande révolution culturelle prolétaire qui a duré 10 ans et pendant 10 ans en fait qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toute la Chine. Cela a été terrible, beaucoup plus terrible dans les pays sous occupation chinoise comme le Turkestan oriental ou le Tibet ou la Mongolie ou en fait qui ont une identité et culture différente, qui était la cible principale de ces gardes rouges qu'on appelle les gardes rouges. Ton père, il est ingénieur à l'époque, ta mère, c'est une intellectuelle, et elle a une sorte d'amour un peu pour Paris, pour la France déjà. C'est quelque chose qu'elle te transmet un petit peu, ça? Oui, ma famille, c'est une famille très intellectuelle. Et donc, le seul loisir à la maison, c'était des livres. Donc, depuis tout petit. Donc, étant donné que ma mère, elle m'a appris à lire, à écrire très, très, très tôt, à 4 ans, je pouvais lire. Et donc, je suis allée à 4 ans à l'école, justement. L'âge légal, c'était 7 ans. Mais comme en fait, ma famille est extrêmement connue dans la ville, j'ai été acceptée quand même. Ma mère, elle a joué un rôle extrêmement déterminant dans mon éducation, que ce soit personnelle ou même intellectuelle. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'a transmis de plus fort? Résilience. Elle va jamais se dire qu'elle est féministe. Elle sait même pas ce que c'est le féminisme. Mais elle est une figure de féminisme pour nous. Parce qu'elle nous a élevés seuls. Ah ouais. Mon père n'était quasi jamais là. Elle a elle-même en fait un peu rescapé, on peut dire, avec les attaques des années terribles de révolution culturelle. Sa famille était comme en fait une grande famille riche. Sa famille était la principale cible des attaques qui a tué son père. Et donc ma mère, elle était la plus jeune et elle a dû se réfugier à Roudja. Elle n'a pas de chance parce que, en fait, ensuite, quelques années plus tard, c'était le tour de la famille de mon père qui était la cible. Ils étaient forcés d'exiler dans les montagnes pour apprendre la vraie vie. Ils sont restés 2 ans dans les montagnes avec les Mongols. Ton père y était aussi? Il était avec eux? Mon père, il y était aussi, voilà. Et puis, il a été exilé aussi, à travailler dans un tout petit village dans le nord. Que moi j'ai grandi quasi sans le voir, enfin c'est très très peu, enfin on le voyait très très peu parce qu'il n'était pas autorisé, il a jamais été autorisé à revenir. Donc toi tu continues tes études, t'avances, t'es brillante à l'école, donc tu rentres à l'école à 4 ans, puis t'enchaînes, tu es excellentissime dans tes résultats, et puis tu décides de commencer à viser les universités. Qu'est-ce qui se passe toi quand tu commences à grandir et à arriver justement au niveau des études où tu cherches des universités? En fait, la première fois que j'ai vécu la discrimination, c'était déjà collège. Quand tu finis le collège, il y a on l'appelle le petit bac. Oui. Donc tu passes le petit bac et moi j'étais l'un des 3 de toute la on l'appelle oblast, c'est un mot russe. Et donc j'étais la 3e et donc j'ai été acceptée par une école dépendant directement de Pékin pour 5 ans d'études d'ingénieur. Okay. Et donc je suis allée, c'était une école très militarisée. On a tout payé, j'ai ma chambre et tout.
Et au bout d'une semaine, on m'appelle avec ma mère pour nous annoncer que, en fait, je devais quitter l'école parce que j'ai été remplacée par la fille d'un militaire. Il vous donne ça comme Voilà. raison. Ouais, non, il y a pas, en fait, comment dire, vraiment, à partir des années, c'était 95, je crois. J'avais même pas 13 ans, ouais. Et donc, et c'est vraiment à partir de là que il y avait une discrimination assumée, Ouais. ouverte. Il cherchait même pas à couvrir un peu. C'était la première expérience de discrimination raciale. À la base, j'avais même pas envie de passer le petit bac parce que je voulais faire des grandes études. Tu voulais être médecin, toi? Je voulais être médecin et je voulais faire des grandes études. Et donc, mais ma mère, elle me forçait à passer ce bac parce que, étant donné que on a eu pas le père, donc ma mère, elle voulait que je finisse au plus vite et je travaille. Ok. Et moi, je voulais pas. Et donc, j'ai passé dans cette réticence. Finalement, en fait, j'étais destinée à faire des grandes études. Au final, un mal pour un bien, au final. Et donc, mais à l'époque, évidemment, j'étais très très jeune. Et pour moi, évidemment, je ne réfléchissais pas de cette manière. Donc, c'était la première fois aussi que je confrontais ça. Discrimination raciale, voilà. Donc, désolée. T'inquiète. Après 20-30 ans. Mais c'est normal, hein, Djilnour. C'est normal. Donc, il s'avère que du coup, tu es remplacée par la fille d'un militaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu décides de faire après? Tu te dis quand même, je vais pas lâcher, je vais continuer. Étant donné que j'ai eu ça, et pour juste remonter le moral, et on est resté un mois à l'hôtel. Et puis, ma mère, elle a claqué tout son argent juste pour me faire plaisir. Après, par contre, en fait, j'ai pas voulu retourner dans la ville où on vivait. J'ai commencé le lycée à Rouldia. Dès mon arrivée, en fait, je leur ai dit que je vais passer le bac. T'avais quel âge à l'époque quand t'arrives? J'avais 13 ans. Et à 12-13 ans, tu leur dis, je veux passer le bac? Ouais. Et parce que, après ça, en fait, la discrimination raciale, j'étais tellement sous le choc. J'ai dit à ma mère que c'est toi qui m'as forcé à passer ce bac. Je voulais pas passer. Je voulais faire des grandes études. Et donc voilà, je suis revenue et j'ai dit que je vais passer maintenant. Là, tout de suite, le bac, cette année. Et ils te disent quoi? Personne n'a accepté parce qu'en fait, c'est pas toi qui décide. C'est pas, parce que c'est toute une procédure qui dépend directement jusqu'à Pékin. Parce que c'est le bac. Le bac, c'est national. Ouais. Il y a la police qui est mêlée aussi, parce qu'en fait, il faut une identité convenante, l'âge convenant aussi, parce que en fait, c'est pas à 12-13 ans que tu passes le bac. Bah ouais. Et aussi, en fait, ils m'ont dit que même si tu es très intelligente, tu peux pas passer cette année. Non, c'est pas possible. Et en plus, une autre raison plus importante, le prof principal qui m'a choisi, il s'est battu pour m'avoir dans sa classe, parce que quand tu passes le bac, selon, si tu arrives au niveau national ou régional, et c'est ton lycée, et ta prof ou ton prof principal sera récompensé d'une manière importante. Ok. Donc, le prof m'a choisi. Il savait qu'il pouvait investir sur moi, en fait. Et du coup, tu vas le passer à 14 ans, finalement, le bac. J'ai pris des cours privés de certains cours, comme, physique et mathématiques. Et j'ai passé le bac. Et tu l'as eu? J'étais le premier de mon lycée. À 14 ans? À 14 ans. Et mon prof m'a pas parlé pendant 2 ans. Parce que, en fait, je l'avais trahi, en fait. Il n'était pas au courant. Ouais. Et il était vraiment mécontent. Parce que en fait, si j'avais attendu avec lui les années normales, j'aurais pu avoir la première de tout le pays. Et lui, il pouvait avoir quelque chose avec. Et donc, en fait, j'ai passé le bac. Et puis, je suis arrivée en Chine et je me suis dit, mon objectif, c'était aller à l'université médecine de Shanghai. Et sauf qu'en fait, je devais faire 2 ans de prépa. Ok. 2 ans de prépa pour les étudiants, pour les élèves qui sont pas chinois. Ceux qui étaient chinois pouvaient passer directement sans prépa. C'est ça. Parce que, en fait, nous, on doit passer 2 ans de prépa, apprendre toutes les matières en chinois. Ah ouais. Et apprendre l'anglais aussi. Ok. Parce que les étudiants chinois, si je vais directement à l'université de Shanghai, par exemple,
En fait, déjà, mon niveau de chinois ne se fait pas pour prendre tous les cours en chinois. Et donc, j'ai dit que je veux aller à Shanghai, à l'université de médecine de Shanghai. On m'a dit, non, en fait, tu rêves, on ne va pas te prendre, en fait, parce que c'est fermé aux étudiants non chinois, en fait. Donc, du coup, ça, c'était la deuxième fois, en fait, qu'on m'a dit que je peux pas. Et puis, 2 ans de prépa, j'ai fini. J'étais encore dans les mes notes, faut dire plutôt mes notes étaient les plus supérieures. J'étais la première, en fait, de ma promo. Et donc, j'ai choisi, je me suis dit, je vais être journaliste. Et j'ai choisi l'université audiovisuelle de Pékin. Ok. Et là, on m'a dit que... Non, en fait, j'ai été remplacée par une... Encore une fois, c'est comme hiérarchisé, selon les notes. J'étais la première. J'ai été remplacée par une fille dans le 9e rang. Donc, corruption. Ouais. En fait, c'était clairement de corruption. Et l'université que j'ai choisie, c'est elle qui est allée. Et moi, j'ai été claquée dans une université pédagogique, qu'on appelle l'université pédagogique. C'est l'université normale. Donc, pour les gens qui veulent être profs, du coup. Ouais. Moi, je voulais pas être prof. Voilà. Je voulais, c'était la dernière des choses que je voulais. Et donc, du coup, j'avais pleuré et je me suis dit, je vais pas aller. Et j'ai demandé à mes proches, à mes oncles, de trouver un moyen de me refouler à l'université de médecine d'Urumqi, de chez nous. Ouais. Mais mon oncle n'a pas voulu. Il a dit que en fait, c'était le destin et qu'il fallait que... En fait, c'est sûrement un bon destin. Moi, je vois pas le bon côté. Du coup, j'ai fait 4 ans de licence dans cette université. T'as toujours ta bourse à ce moment-là ou plus du tout? Si, en fait, de toute façon, en fait, il fallait que je fasse très gros effort dans des études parce qu'en fait, les bourses en Chine, c'est uniquement sur le, entre guillemets, mérite. D'accord. Ce mérite-là, c'était comme un stinote. Donc, enfin, étant donné que j'avais pas mon père, ma mère ne travaille pas, et ma mère gère les peu d'argent qu'on a, depuis la retraite de mon père. Il fallait que moi, à tout prix, je pouvais pas dépendre de ma mère, en fait. Donc, en fait, il fallait que je gagne la bourse, en fait. Donc, en fait, comme toutes mes études, j'ai gagné les bourses. Donc, tu fais ces 4 ans, t'es boursière, t'es excellentissime, donc la bourse te permet aussi de continuer. À quel moment est-ce que tu sens que le contexte, encore une fois, il devient encore plus tendu? Pour les Ouïghours, en fait, c'est vraiment 97. Et donc, ça a été interdit et les organisateurs ont été, des jeunes souvent, ont été emprisonnés. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ont aussi, commencé à fermer les bourses ouïghours aussi. Arrêter aussi des hommes d'affaires qui financent les, philanthropies, etc. Donc, on parle de 10 000 arrestations. Voilà. Donc, en fait, à Rouvdia, je vais pas dire chaque famille, mais quasi chaque famille connaît un jeune disparu ou arrêté. C'était vraiment ça qui m'avait marqué. J'étais au lycée, seconde année de lycée. C'était ça. C'est pour ça aussi que je voulais être journaliste, en fait. Mais j'étais naïve, évidemment. Enfin, journaliste en Chine,
tu parles. Mais j'avais seulement 14 ans, donc Mais bien sûr. je pouvais pas... Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Donc, tu as à peu près 14 ans, et donc il y a la manifestation en effet qui a lieu. Tu ressens quoi comme émotion? Tu sens la peur monter ou est-ce que tu te dis, bon... J'ai jamais eu peur. Je me la pète, mais c'est pas dans ce sens que je dis la peur. Évidemment, on est des êtres humains, on a tous peur des moments, etc. C'est parce que c'est en fait... Parce que j'ai jamais vécu l'arrestation et la torture. Enfin, Dieu m'en garde. J'imagine pas, en fait. J'imagine pas. Mon oncle a été arrêté en 97, justement. Il a été emprisonné pendant 8 mois. Il a tout perdu, en fait, son poste. Il était maire adjoint de l'arrondissement. Et donc, il a perdu son poste. Et mes professeurs ont été arrêtés aussi. Toutes ces personnes sont extrêmement malades parce qu'ils ont vécu des tortures. Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est pour ça, en fait, je peux parler comme ça. En fait, comment dire, j'ai jamais eu peur. Mais si j'ai eu peur, mais c'est pas peur, c'est comment dire, tu vois, en fait, entre la peur et l'angoisse, c'est pas la même chose. La peur d'être arrêté, par exemple, en fait, quand j'ai organisé cette mini-manif pour revendiquer notre droit d'obtenir la bourse ouïghour. Ouais. Et moi, j'avais 16 ans et je pensais à rien du tout, en fait. Comment dire, j'ai même engueulé le maire de la ville parce qu'on nous a envoyé vers lui en disant que c'est lui qui va pouvoir vous aider. Et, le mec corrompu, gros, comme ça, en fait, par corruption, hein, je veux dire, bien en fait. sûr. Et donc, comment dire, qu'il nous ignorait totalement quand on est arrivé devant lui avec sa grosse bagnole. Et du coup, en fait, j'ai attrapé sa main, parce qu'en fait, il nous ignorait, il ne regardait même pas, en fait. Et j'ai attrapé la main, et il m'a secoué comme ça, il est parti, et du coup, j'ai crié derrière lui, j'ai dit que si on n'est pas tes enfants, t'es pas ouïghour, on n'est pas tes enfants. Il s'est retourné, il s'est adouci la voix, il a dit, j'y peux rien, allez-y voir Oblast. Oblast, voilà, au niveau provincial. Donc, on est allé voir Oblast à ce moment-là. Enfin, on a vu le vice-président de Oblast, qui est ouïghour. On a discuté 2 heures avec lui. Il nous a expliqué que, en fait, il va tout faire pour que la bourse continue, mais uniquement pour que nous puissions finir. Ouais. Il n'y aura pas de nouvelles élèves. Ah ouais, ok. Donc, quoi qu'il arrive, ça allait se terminer. Ça allait se terminer. Au début des années 2000, il y a une légère ouverture pour que des Ouïghours puissent aller un petit peu au-delà, justement, des frontières et puissent peut-être étudier un petit peu à l'étranger. Est-ce que c'est à ce moment-là que toi, tu te dis, bon, je vais tenter ma chance, je vais tenter de partir? J'ai été bercée, en fait, pendant toute mon enfance, jusqu'à que je finisse l'université. Mon oncle qui était arrêté, qui était un intellectuel, il a un peu remplacé le rôle de mon père, en fait, tout au long de ma vie. Donc, en fait, il m'avait vraiment intégré l'idée de partir. Et que, en fait, comment dire, si je reste, je serai gaspillée, que je dois absolument faire des études à l'étranger pour pouvoir contribuer. Et j'ai grandi vraiment avec cette idée-là, je vais partir à l'étranger. Et donc, c'est pour ça aussi que dès mon arrivée, en fait, en Chine, la première chose, c'était apprendre l'anglais. Ouais. Et donc, à l'université, on arrive, en fait, il y a l'anglais du niveau universitaire que les Ouïghours n'ont jamais appris. Ouais. Mais très vite, les Ouïghours s'adaptent. Parce qu'en fait, on est autodidactes, on apprend très, très vite. Et dans toute la Chine, les meilleurs en anglais, c'est des Ouïghours. Ah ouais, parce qu'il y a des concours nationaux. À chaque fois, les gagnants sont des Ouïghours. C'est parce qu'en fait, on a une rage pour nous distinguer, pour se venger. En fait, pour moi, l'anglais, c'était un moyen de me venger des étudiants chinois. Parce que, comme en fait, que j'ai fait 6 ans d'études en Chine, et il y a des étudiants et les profs aussi sont extrêmement racistes. À l'époque, je connaissais même pas le mot raciste. Ni le racisme. Mais pour nous, c'était le mot utilisé discrimination et le mot utilisé nationaliste. Pour nous, ils étaient nationalistes, ultranationalistes. Ils te font sentir, d'un racisme décomplexé. Et donc, je les ressentais tout au long, en fait. Encore une fois, en fait, c'est un pays qui hiérarchise tout. À l'époque, en tout cas, et en fait, dans chaque université, en Chine, en tout cas, les 20% des meilleurs sont en fait vraiment privilégiés. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce qu'en fait, à la 4e année, il y a des entreprises qui viennent, des universités qui viennent.
se présenter, en fait, un peu comme une foire de l'emploi. Ouais. À l'université. Et c'est ces 20% qui vont avoir toutes les chances. Et moi, j'étais dans les 20% et pour de autant... promo. Mais, pour autant, j'étais jamais leur choix. Parce que j'étais ouïghour. J'avais postulé à toutes les universités à Urumqi. Et j'ai été retenue par l'université pédagogique, mais le directeur de département, donc qui est un Chinois. Les chefs, c'est toujours chinois. Les adjoints peuvent être ouïghours et kazakhs. Mais jamais ouïghours. Le directeur de département, pourtant un Chinois, et qui avait adoré mon profil. Mais pour autant, c'est pas lui qui décide, c'est le président de l'institut de l'éducation qui décide. Donc, il m'a donné rendez-vous avec lui pour voir le décideur. Quand il est arrivé, il m'a même pas salué. Je lui ai dit bonjour, il m'a même pas répondu. Il m'a vu et ensuite il était très en colère contre le directeur. Il a dit que je t'avais dit pas d'Ouïghour devant moi. Tu vois le racisme décomplexé. Voilà. Et donc il a rien dit, le directeur. De toute façon, il peut rien dire. Et donc on est sorti. Ce directeur chinois, il était extrêmement mal à l'aise, normal, et il s'est excusé. Il a dit que c'est pas lui qui décide, comme il a déjà dit, donc il est vraiment désolé. Et donc c'était ça en fait la vie. Et donc j'ai reçu ce genre de propos de nombreuses fois. Ça c'était le plus gros en fait. À quel moment tu décides de partir en France? Après ça. Donc ça, c'est une étape charnière pour toi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, j'ai aucun avenir ici. Et moi, j'avais pas envie de partir dans les pays anglo-saxons, tout simplement parce que j'avais pas d'argent. En fait, ma famille ne pouvait pas du tout me fournir ça. Et la seule façon que je devais chercher, c'est plutôt, en fait, passer un examen, pouvoir, me débrouiller. Donc, du coup, en fait, j'ai vu en fait cette possibilité qui est ouverte par les sociétés intermédiaires. Et par la suite, ce type de sociétés intermédiaires sont fleurées vraiment, étant donné que vu le nombre de jeunes Ouïghours quittés, aucune de ces sociétés intermédiaires n'est Ouïghour. Alors que 99% des personnes concernées, c'est des jeunes Ouïghours. Mais l'État ne permet pas aux Ouïghours d'ouvrir des sociétés intermédiaires pour permettre aux jeunes de partir. Et il faut beaucoup payer, en fait. Moi, ma petite famille n'a pas d'argent, mais en fait, mes oncles m'ont bien aidé aussi. Donc, ils t'ont financé pour que tu puisses aller en France, du coup, partir. Exactement. J'ai appris un peu de français, parce qu'il faut passer l'entretien à Pékin, auprès au consulat chinois, au consulat français. T'arrives en France en 2004, du coup, à peu près? Fin 2004. T'as quoi en tête quand t'arrives en France? En fait, moi, j'ai décidé de partir en France aussi parce que il y avait en fait tout un panel d'Europe, pays européens, donc j'ai choisi en fait sans trop d'hésitation la France parce que d'abord en fait question pratique où on paye pas les études. Si on payait comme maintenant, je serais jamais venue. J'ai payé 3 000 € à mon arrivée pour apprendre le français à l'université. Donc, c'était un bon investissement parce que depuis, je parle plutôt bien. Plutôt très bien. Tu fais de ton mieux, tu apprends le français pendant 1 an, tu investis, etc. Tu continues tes études et entre-temps, donc les années passent, on arrive à peu près vers 2015, 2016, 2017. Tu commences à entendre qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pendant que toi, tu es en France. Déjà, en fait, on avait déjà senti en fait, le changement à partir de 2015-2016 déjà. En fait, même 2014, ça commençait à ramasser, on l'appelle ça ramasser en fait. Que l'État chinois a commencé à de nouveau à ramasser. Ramasser, ça veut dire, ils arrêtent à tout va. Des arrestations de masse. Et donc, on sentait ce vent déjà à partir de 2014. Avec tout un tas de campagnes, ils forcent les imams à danser aux chansons chinoises, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Ils forçaient les jeunes ou les cadres à déclarer leur amour au Parti communiste. Il fallait qu'ils remercient
exprimer leur gratitude envers le Parti communiste et Xi Jinping. Déjà, on sentait que quelque chose arrive. Et puis, en fait, sur les réseaux sociaux, parce qu'on était vachement connectés sur les réseaux ouïghours. Puis là, on avait des réseaux de discussion avec les intellectuels de la diaspora et du pays. Tous ces réseaux commencent à soudainement déserter et disparaître. Et les gens, très mystérieusement, commencent à nous bloquer ou ne pas parler. Et puis, tout au long de 2017, ça a continué, ça a aggravé. Et qu'en 2017, finalement, en fait, il ne restait plus rien sur le réseau. En fait, tout le monde avait disparu. Et on commence à entendre des disparitions. Mais on ne disait pas au téléphone, c'est des disparitions. On disait, ils étaient partis à l'hôpital. À partir de fin 2017, je crois qu'en fait, ça a commencé à dire qu'il y a des camps de concentration. Ça, c'est la première fois que tu en entends parler, vraiment, ça, fin 2017, je crois que c'était fin 2017, vraiment. Et moi, je croyais pas, en fait. Au départ, j'ai pas compris. J'ai pas cru. Et ensuite, pendant même un an, tout au long de 2018 aussi, j'ai pas trop cru. Je me suis dit, c'est une stratégie de l'État chinois pour baisser notre niveau de lutte. Du coup, en fait, au lieu de demander l'indépendance, tu es en train de demander la fermeture des camps. Et pour moi, en fait, c'était une stratégie chinoise. Donc, en fait, pour moi, c'était temporaire. Ouais. Et j'avais jamais pensé que ça va tourner vers un génocide. À quel moment tu comprends qu'en fait, c'est vraiment une volonté d'éradiquer? C'est vraiment en 2019, parce qu'en fait, on commence à avoir des témoignages. Vers fin 2019, il y a eu les premières séries de révélations, en fait, des leaks qui commencent à sortir. Au cours de 2019, fin 2019, c'était vraiment, les choses étaient plutôt claires. Et toi, tu reçois directement, alors j'imagine c'est très compliqué parce que tout est surveillé, vous parlez pas vraiment aussi librement, mais est-ce que tu reçois des appels de certaines personnes, de certains Ouïghours qui ont survécu, ou c'est vraiment un peu entre vous comme ça que tu entends parler d'histoires de survivants? Non. En fait, les survivants qui ont accepté de témoigner, c'est une dizaine. Et pour la majorité d'entre elles plutôt, je dois dire, pour les médias français, c'est moi qui ai fait la traduction, l'interprète. Après, ceci dit, en fait, en Europe, maintenant, enfin aux États-Unis, on sait maintenant, il y a d'autres survivants qui n'ont jamais voulu témoigner par peur. Parce que, pas forcément, si tu te demandes même aux Ouïghours ici, en fait, si tu te demandes, en fait, personne ne va te dire, j'ai peur pour moi. En fait, tous vont dire, j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour ma famille là-bas. Oui, parce que tu dis, dans le cas ouïghour, la famille est la première arme utilisée contre la diaspora. Complètement, ouais. Et c'est l'arme la plus efficace aussi. Donc, prise en otage de la famille. Et voilà, donc, ces témoins, en fait, ces rescapés de camp, ils ont témoigné que déjà on a ça. On a aussi, en fait, des sources pour savoir, en fait, c'est ça la question, en fait, de quelles sources on peut savoir ce qui se passe. Au départ, jusqu'à 2020, voire 2021, en fait, les gouvernements locaux, parce que chaque gouvernement, même des petites localités, ils ont cet Internet. Et que déjà, jusqu'à 2015, c'était en ouïghour et en chinois, en double langue. À partir de 2016, on a vu clairement qu'en fait, ils ont supprimé la version ouïghour. Il reste qu'aujourd'hui, il y a quasi que, en chinois, les sites internet. Et jusqu'à 2020, voire même un peu 2021, en fait, on pouvait avoir les informations sur ces sites. Parce que eux, ils publiaient leurs visites dans les camps. Les premières images des camps, c'est les sites officiels. Et les mariages forcés aussi, parce qu'ils font la publicité de mariage entre Chinois et Ouïghours. Et puis aussi, en fait, les fameux campagnes de cousinage où on impose les cadres chinois chez les Ouïghours, les Kazakhs, qui ont tous les droits sur la famille. Y compris, en fait, de violer, en fait. Tu dis, en effet, entre 2019 et à peu près 2021-2022, il y a ces 4, entre guillemets, grosses vagues de fuites, de leaks qui sortent. À partir de 2019, il y a eu 4 séries de documents hautement confidentiels. La première série était en novembre 2019, qui a été révélée par New York Times. Et le titre, c'était « N'ayez aucune pitié envers les Ouïghours ». C'était une phrase de Xi Jinping.
C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire de la Chine contemporaine. Le New York Times dévoile le compte-rendu de 403 pages de documents internes au Parti communiste chinois. Ils fournissent des éléments sur la politique d'internement massif de la minorité musulmane ouïghour. Avec cette première série de révélations, on a compris en fait que le terme concentrationnaire, donc en fait camp de concentration, est utilisé à l'intérieur de partis, entre eux-mêmes. Ouais. Mais ils utilisent un autre langage pour l'extérieur. Obtenu par le Consortium international des journalistes d'investigation et rendu public par 17 médias internationaux, ces documents décrivent en détail les bâtiments, le fonctionnement de ces centres et l'encadrement idéologique mis en place. On y découvre les instructions données au personnel des camps sur la manière d'empêcher les évasions, de maintenir le secret absolu au sujet de l'existence des camps et de contenir les épidémies ainsi que les méthodes d'endoctrinement forcé. Dans le Caracas List, qui est l'un des derniers, je crois, Caracas List, on l'appelle Caracas List parce que c'est le nom de la ville. Caracas List, on apprend les raisons d'enfermement en fait dans les camps. La première raison, en tout cas la principale raison, c'est avoir d'enfants plus que un, donc considérés comme terroristes. En fait, avoir un enfant de plus pour les Ouïghours, c'était un crime pour les envoyer en camp de concentration. Donc c'était écrit noir sur blanc et qu'on apprend ça par Caracas List, justement. L'autre raison de t'envoyer en camp, en tant que Ouïghour, c'était la génération dangereuse. La génération dangereuse, c'est en fait toute personne ouïghour née entre 1980 et 2000. Qui serait susceptible de procréer, donc c'est pour Exactement, c'est l'âge de procréation, donc en fait dangereuse. Donc le but, c'est freiner la naissance. Donc ça aide beaucoup, évidemment, ces leaks, parce que comme tu disais, le plus difficile à prouver, c'était l'intention, leur intention d'éradiquer. C'est ça. Toi, tu prends conscience de l'ampleur de cette horreur. À quel moment tu comprends que tu vas plus pouvoir rester, entre guillemets, anonyme? Parce qu'au départ, tu faisais des publications, mais tu n'avais pas encore cette aura publique que tu as aujourd'hui. À quel moment tu te dis, Dilnour, il va falloir que tu te montres? J'ai fini mon doctorat en 2017. Et j'ai fait principalement des publications avec mon nom, mais enfin principalement des publications, et que j'ai fait quelques émissions radio de temps en temps, mais j'avais toujours refusé les interventions télévisuelles, en tout cas visuelles. C'est vraiment en 2019, j'étais un peu obligée, parce que, il y a l'équipe de Raphaël Glucksmann. Ils ont décidé de collaborer avec moi et pour visibiliser cette cause. Et ils m'ont dit que t'as pas trop de choix en fait, parce que la cause elle a besoin d'un visage et ça serait bien que ce soit une jeune femme. En plus tu es chercheuse et donc ça sera mieux que ce soit une personne éloquente, puisse s'exprimer, expliquer les choses que nous, enfin les blancs, expliquent. Et est-ce qu'à ce moment-là tu as peur parce qu'en fait ta famille est là-bas?
est-ce que tu te dis pas, au vu des moyens de pression que la Chine utilise, que en fait t'es en angoisse parce que tu sais pas ce qui peut se passer, mais pour autant on te dit Dilnour, il faut que tu sois le visage de cette cause. Comment tu le vis ça? C'est très difficile et que c'est en fait le témoignage ou en fait d'être porte-parole d'une cause difficile qui va concerner ta vie, la mort de tes proches. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. C'est la raison pour laquelle 90% des Ouïghours ne témoignent pas, ne parlent pas et ne condamnent pas publiquement. J'ai pas apparu soudainement, en fait. Même si, en fait, l'apparition télévisuelle, c'était soudain. Mais, en fait, j'avais quand même, milité tout au long des années où j'étais en France. Ouais. Et puis, j'ai organisé énormément de rencontres intellectuelles aussi sur les Ouïghours. Donc, c'était ma manière de faire. Enfin, parce que j'étais venue en France pour dénoncer le colonialisme chinois, en fait. C'était ça mon combat, en fait. Et je suis jamais éloignée de ce combat, en fait. Mais j'avais jamais pensé que je vais devenir, en fait, une figure ou un visage, en fait. Et puis, à partir de 2016-2017, quasi-totalité de la diaspora a été coupée de contact avec leur famille. Ceux qui restent, en fait, environ 10-15%, ils pouvaient être en contact, mais via WeChat, l'application chinoise. Et sauf que moi, j'étais sur WeChat comme tout le monde, mais à partir de 2017, j'avais supprimé parce que il n'y avait plus personne, comme je disais tout à l'heure. En fait, tout le monde avait déserté ou bloqué. Ouais. Et même ma sœur m'avait bloqué. Et donc, parce que à partir de 2017, avoir un contact à l'étranger pouvait être une raison de t'envoyer en camp. Mais, je ne sais pas pour quelle raison, je pouvais téléphoner ma famille, jusqu'à 2019. En tout cas, jusqu'à 2019, son téléphone sonnait. D'accord. Et à partir de février 2019, son téléphone n'est plus jamais sonné. Donc, depuis 2019, tu n'as plus de contact avec eux. En 2022, l'Assemblée nationale reconnaît le génocide et les crimes contre l'humanité qui visent les Ouïghours. Est-ce que toi, tu prends ça à ce moment-là comme, si je puis me permettre, une fierté quand même d'avoir réussi à obtenir ça? Oui, bien sûr, parce que cette reconnaissance de génocide, en fait, je l'ai pilotée de A à Z. On s'est donné pendant 1 an une campagne de malades avec une équipe de bénévoles, de jeunes, et on s'est donné la vie. Et on a obtenu, et après beaucoup d'empêchements, des petits complots, beaucoup d'obstacles. T'as reçu des menaces ou pas? Des menaces proprement parlant, non. Mais d'autres formes, en fait. Utilisation de d'autres personnes contre ma personne, etc. Donc, en fait, j'ai vécu énormément de choses, psychologiques et physiques. En 2022, en fait, 1 an plus tard, on a obtenu ce vote. Et c'était un soulagement. Certes, ça semble très contradictoire parce que, en fait, c'est une joie, c'est pas une joie parce que, en fait, il y a un génocide qui est en cours, qui est toujours en cours au jour d'aujourd'hui. Mais c'était l'aboutissement de mon combat, en fait. C'est d'autant plus une victoire pour moi parce que en France, on est le seul pays. C'est vraiment nous qui l'avons fait. Ouais. Parce que dans 10 autres pays qui a été reconnu, c'était les politiciens. Okay. La diaspora ouïghour a un peu assisté par des manifestations, par des témoignages. Mais c'est pas la diaspora ouïghour qui a piloté, qui a écrit, ce sont les politiciens qui l'ont mené. En France, c'est vous. C'est nous. Révélée en mai 2022, cette dernière fuite montre la cruauté dans les camps et prisons où sont détenus ces Ouïghours. Certains dossiers mentionnent des consignes de tir concernant les détenus, y compris en cas de tentative de fuite. Lors des arrestations, les autorités recensent également les objets personnels saisis. Livres religieux, Coran, tapis de prière, vêtements associés à la pratique religieuse. Ces éléments apparaissent ensuite dans les dossiers administratifs comme des indices de radicalisation. Il y a un chercheur aussi qui dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, moi. Il s'appelle Adrian Zenz. Du coup, il a recensé sur juste une petite zone, un petit village, presque 3500
photos de personnes détenues dans ces camps. Et il dit « C'est une chose de savoir, c'en est une autre de voir ». C'est à partir de là, en fait, ça s'est accéléré. Ouais. Et jusqu'à là, je galérais, en fait, pour avoir le soutien d'un parti fort pour pouvoir porter. Personne ne voulait. Aucun politique ne me croyait, à part Olivier Faure. Personne ne m'a cru, en fait. Ils ont dit que, non, en Allemagne et en France, on touche pas au mot génocide. Comment tu vas, Dillnour, aujourd'hui? Je vais plutôt bien. Dieu merci. Puis il faut dire que en fait, malgré tout, nous on est en train de non pas survivre, on est en train de vivre quand même par rapport à toutes les guerres et génocides qui se passent ailleurs. Je pense aux Ouïghours, je pense aux Palestiniens, je pense aux Ukrainiens aussi, je pense depuis plusieurs années et même au-delà, mais pour les Iraniens aussi, Afghans, en fait, Congolais, Soudanais, enfin, c'est ça qui est désespérant, en fait, partout, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre. Comment est-ce que, quand ça va moins bien, quand l'espoir faiblit un peu, comment est-ce que tu vas chercher de la force? Les amis. Parce qu'à chaque fois, quand tu tombes, les amis ils vont t'encourager, comme tu l'as fait. C'est ta plus grande force. Ouais, c'est ma plus grande force. Sans ça, je peux pas de toute façon. Sans ça, pas que moi, en fait. Je ne crois pas un seul instant à n'importe qui a réussi. Elle a réussi toute seule. Non, je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens soutenue? Oui, non. Oui, petite échelle à des amis. Non, dans le sens, c'est pour ça aussi que c'est mon combat aussi. Hein. On va dire qu'en fait, c'est un combat de l'humanisme et que donc, en fait, il n'y a pas de gauche-droite. Mais quand même, quand on regarde, en fait, les combats humanistes, c'est plutôt quand même porté par la gauche. Pour le bien de la société, souvent, c'est quand même la gauche qui a fait le progrès de la société vers le bien. Très malheureusement, pour cette gauche qui se dit humaniste, ils choisissent soigneusement les causes sur lesquelles ils peuvent investir. Non seulement fermer les yeux, carrément nier, voire travailler activement pour anéantir. Et c'est ça qu'en fait, t'as dit comment je vais, et moi je vis peut-être bien plus que les autres Ouïghours en France. Je pense parce que par mon implication, je suis extrêmement impliquée dans la société française, auprès de la société civile. C'est pas le cas d'autres Ouïghours, et donc je suis bien plus sensible à ce qui se passe dans la société française, et notamment au niveau de mouvements sociaux. Et le négationnisme que nous recevons de la part de certains gauches, qui deviennent de plus en plus, visibles. Après, il y a le soutien passif, le soutien des humanistes et des militants de gauche, leur soutien ferme à ces partis de gauche négationnistes, parce qu'ils ont choisi une autre cause en écrasant la nôtre. Cette contradiction, ça m'épuise. Voilà, je suis épuisée psychologiquement parce que en fait, c'est pas quelque chose qui finit. En fait, je vois pas le bout. Ça va pas finir parce que je me suis battue depuis ces dernières années avec les mouvements de gauche pour pouvoir leur orienter les yeux, le regard vers nous. Ils regardent, ils voient, ils approuvent. Mais ensuite,
Dès qu'il y a les élections, en fait, vous êtes secondaire. Attendez, en fait, votre tour. Après les élections, on en reparlera, on essaiera ensemble de changer. Ça fait au minimum 6 ans qu'on me dit ça. Et c'est une des choses qui te fatigue le plus aujourd'hui, qui t'abîme, et je veux bien te croire. Désolée d'en insister et que j'en ai beaucoup parlé, parce que c'est vraiment le centre de ma vie. Ne t'excuse pas. Depuis plusieurs années. C'est important que les gens l'entendent. Et je suis épuisée. En tout cas, tu es très forte. Et les gens forts, ils ont le droit aussi parfois d'être épuisés, de craquer. Il est fort le message que tu portes, c'est aussi fort de dire « derrière moi, j'ai une équipe, c'est mon soutien de tous les jours, il me porte aussi ». En parlant d'équipe et de temps forts, c'est quoi les prochains grands temps forts de cette lutte, de cette cause pour vous ? Évidemment, heureusement, puisqu'on est en vie, on lutte. Et quand on lutte, j'ai dit déjà, je crois, je suis très croyante. Et quand tu te donnes et que tu luttes sincèrement, tu vas obtenir, peut-être pas ce que tu veux, mais en tout cas, en fait, tu vas toujours obtenir quelque chose. Et donc, en fait, nous, on a obtenu, des avancées. La reconnaissance du génocide ouïghour, c'est la victoire de ma vie. Ensuite, nous avons un local. Dieu merci, depuis peu, et que nous avons des artistes ouïghours, artisans et artistes, qui ont travaillé plusieurs mois gratuitement à l'intérieur pour décorer l'architecture de l'intérieur, pour en construire, en fait, un lieu typiquement de la culture ouïghour. On a une tisanerie à l'intérieur, une bibliothèque sur les Ouïghours et l'Asie centrale. On a déjà, en fait, un cabinet psychologique pour la diaspora ouïghour. Les Ouïghours sont très, 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 très psychophobes et ça prend beaucoup de temps pour les convaincre. On est en train de former aussi une équipe de permanence juridique pour des consultations juridiques, pour des questions, en fait, pour les Ouïghours de la diaspora. Nous avons plusieurs avocats, ils ont accepté d'être bénévoles dans cette permanence. Et puis, on est en train de mettre en place aussi des cours d'autodéfense pour les femmes ouïghours. C'est bien, ça. Ouais. Et puis aussi des cours de yoga pour les femmes et les enfants. Ok. On a une école ouïghour depuis 2017. Tout est centralisé au même endroit. Tout est centralisé dans le local. On a besoin aussi que des gens viennent en nombre, des Parisiens et Parisiennes viennent en nombre et de devenir adhérents pour nous soutenir et de visiter les lieux, etc. Donc, faire connaissance. Je vous mettrai évidemment tous les liens, toutes les informations dans la description, en barre d'infos. C'est super important. C'est important de dire qu'on peut être adhérent aussi, parce que c'est une action concrète pour soutenir, en fait. Exactement. Voilà. Et que, en fait, vous avez, en fait, on a une page Hello Asso pour les adhésions, mais aussi pour, devenir un membre de soutien. Et donc, vous pouvez, selon vos moyens, si vous êtes, on a même, en fait, une adhésion minimale pour les étudiants et des personnes en chômage. Comme je le répète à chaque intervention, à chaque fois, partout, parce que je l'adore, cette proverbe ouïghour, c'est si tu n'as pas du bon pain à me donner, donne-moi ta bonne parole. C'est beau. Je pose toujours 3 petites questions à la fin. La première, alors elle n'est pas évidente, je pense, dans ton cas, mais je suis quand même intriguée de savoir ce que tu vas me dire. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui ? Je pense qu'en fait, cette question, elle est tellement philosophique. Et puis, il y a des moments où tu es heureux. Heureusement d'ailleurs. Et puis il y a des moments malheureux. Et puis je pense que la vie en général fait 70% de malheur et 30% de joie. Mais c'est peu de joie qui nous tient à continuer à vivre et lutter. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie ? Ce qui vient à l'esprit actuellement, c'est vraiment avoir des vrais amis. C'est un super conseil qu'on n'a encore jamais reçu. Je pense qu'en fait, dans notre société capitaliste, j'ai remarqué qu'on donne tellement d'importance à l'amour sentimental et qu'on ignore complètement et qu'on ne valorise pas l'amitié. On réfléchit selon la rentabilité de relations et que, en fait, on maltraite nos amis
Parce que nos amis, en fait, c'est comme en fait nos membres de famille. Et on blesse le plus souvent, on les ignore et que on revient quand on est malheureux. Et c'est hyper utilitariste. C'est très bien dit et c'est très vrai. Et la dernière question, c'est de quoi est-ce que tu as envie de te souvenir toute ta vie? Oula. Moi, je pense, en fait, à chaque fois, quand c'est mon anniversaire, par exemple, je regarde derrière ce que j'ai fait jusqu'à là. Est-ce que en fait, je pense qu'en fait, la question, c'est est-ce que tu es satisfait ou satisfaite du passé que tu as traversé? Pour moi, la satisfaction, c'est pas en fait ta satisfaction. La satisfaction pour moi, personnellement, c'est est-ce que j'ai fait du bien aux autres? C'est la trace que je laisse, en fait. C'est ça, je pense que tu t'en souviendras, en fait. Tu regardes derrière toi ce que tu as fait. Tu as laissé des traces dans cette société. Est-ce que cette trace, elle a apporté de bonheur aux gens? Plus? Ou t'as blessé? T'étais égoïste? J'ai appris quelque chose en vivant avec les filles turques pratiquantes. Une chose que j'ai appris, et ça me guide maintenant dans ma vie, c'est, en turc, on dit manger le droit des autres. C'est la civilité. Par ce fait de passer, en fait, pendant la queue, par exemple, faisant la queue, en fait, je mange ton droit. En islam, c'est je mange ton droit à une seule personne, ou quand t'es fiable, encore, tu peux le rendre. Tu peux te faire pardonner. Mais si tu manges le droit de tout un peuple, comment tu vas le rendre? Comment ils vont te pardonner? Et que ça, en fait, pour moi, en fait, c'est ça le guide de ma vie, en fait. Et que j'essaye, et ça veut pas dire que, en fait, je ne mange pas le droit des autres, hein. Ça m'arrive. Par exemple, en fait, je suis en vélo. et donc, même, enfin, bref, mais je suis un être humain normal. Bien entendu. Mais j'essaie, ce que je veux dire, en fait, j'essaie de me tenir. J'essaie de me tenir. Et j'essaie de me dire, en fait, chaque année aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai, laissé des traces qui rendent heureux les gens plus tôt, ou qui me détestent plutôt, en fait, parce que j'ai mangé leurs droits. Merci, Dilnour. Merci infiniment pour cet échange. Ça fait 9 ans qu'on se connaît maintenant, qu'on s'est croisés. Tu m'inspires toujours autant, voire plus. Merci pour ta force, pour ce combat que tu mènes. Merci à ton équipe aussi qui est derrière toi, parce qu'on la voit pas, mais elle est là. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à envoyer beaucoup de force aussi. Vous pouvez contacter Dilnour sur ses réseaux sociaux, lui envoyer de la force, de l'amour. Merci encore de nous avoir suivis. Dilnour, merci infiniment, et on se retrouve très prochainement dans le prochain épisode des Gros Mots. Ce que cet échange avec Dilnour rappelle, c'est qu'il y a des combats qui s'imposent à nous. Dilnour se bat contre l'innommable, contre une machine qui tente d'effacer tout un peuple, contre un génocide toujours en cours. Dilnour a tout sacrifié pour que le monde sache. Ne laissons pas son combat disparaître dans le bruit du monde. Ne mangeons pas le droit des autres. À ce jour, 1 million de Ouïghours sont encore enfermés dans des camps.